Bienvenue aujourd'hui dans ce temps incroyablement beau, hein, comme on peut le voir à l'intérieur justement de Foire Papier, cette 10e édition. Donc très heureux, je m'appelle Thomas Bastien, je suis directeur de l'éducation et de l'action culturelle au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Il y a quelques semaines, voire quelques mois, Christine Blais, qui est la présidente, enfin qui est la directrice de la GAC, nous a invité, le musée, à organiser une sorte de panel qui parlerait d'art-thérapie. Art-thérapie qui est un mot un peu lugubre, mystérieux, qu'on va essayer justement de démystifier aujourd'hui dans cette discussion. Une discussion en fait qui va se faire en deux différents temps. Une première partie en fait qui va être vraiment sur qu'est-ce que c'est que l'art-thérapie en compagnie d'un art-thérapeute. On va essayer justement d'aborder les différents thèmes et puis on va partir beaucoup plus dans le concret par la suite avec justement des experts de différents organismes qui vont compléter la chose. Donc, si vous voulez bien, en fait, je vais vous présenter les différentes personnes qui vont être ici avec nous aujourd'hui. On a Lorraine Palardi, qui est fondatrice des Impatients, qui est ancienne propriétaire d'une galerie d'art et qui est également ancienne présidente de la GAC. Ça tombe bien. On a également Steven Legary, qui est responsable des programmes en art-thérapie et qui est également art-thérapeute au Musée des Beaux-Arts de Montréal. On a Yvon Lamy, à ma droite, qui est art-thérapeute et animateur de l'atelier d'art-thérapie, centre d'apprentissage parallèle, mais qui est également fondateur de ce qu'on appelle le CAP, donc le centre d'apprentissage parallèle. Et on a Xavier Bompin, qui est à l'extrémité ici, qui est le directeur de ce centre d'apprentissage parallèle. Pour faire la description en fait, des personnes qui sont avec nous aujourd'hui, je vais vous parler un peu plus des participants. Steven, qui est à ma gauche, qui est art-thérapeute professionnel, membre de l'Association des arts-thérapeutes du Québec et du corps professoral du Montréal Institute for Developmental Transformation. Pardonnez mon anglais. Il est détenteur d'une maîtrise en art-thérapie de l'Université Concordia et il finalise une maîtrise en sciences appliquées en thérapie conjugale et familiale de l'École de travail social de l'Université McGill. On est très content en fait parce qu'au Musée des Beaux-Arts de Montréal, à compter du mois de mai, c'est-à-dire dans une semaine et demie, Steven termine sa maîtrise et rentrera à temps plein avec notre équipe. C'est la première fois en fait qu'un musée au niveau international accueillera au sein de son équipe un art-thérapeute à temps plein. Nous avons également en fait Lorraine Palardi en fait qui est fondatrice des Impatients, comme on l'avait dit tout à l'heure, et ancienne propriétaire d'une galerie d'art. Les Impatients, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, l'organisme, c'est un organisme qui vient en aide aux personnes atteintes de problèmes de santé mentale par le biais de l'expression artistique. Ces ateliers, en fait, sont axés sur le dessin, sur la peinture et sur la musique, et ils sont encadrés, en fait, par des artistes ou par des art-thérapeutes. Chaque semaine, 600 enregistrements, 600 participants viennent aux différents centres en fait, des Impatients. Il y en a à Montréal, en région aussi également, à Drummondville, à Saint-Lambert, à Joliette et à Sorel-Tracy. Si on part du côté du centre d'apprentissage parallèle, donc le côté droit, le côté noir de la force, donc avec Yvon et avec Xavier. Yvon, en fait, qui est fondateur du CAP en 1983, qui est artiste et art-thérapeute et qui a 30 ans de pratique de l'art-thérapie dans la communauté. Avec Xavier, qui est directeur général et artistique du CAP depuis 2011, qui est artiste de formation et gestionnaire du CAP par passion. Ça, c'est important. Et tous les deux sont convaincus en fait, du pouvoir de la transformation de l'art sur la personne et de son influence sur la santé mentale en général et la santé mentale en particulier. Le centre d'apprentissage parallèle, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un centre en fait, qui a pour mission d'accompagner des personnes qui présentent des difficultés émotionnelles, psychologiques, afin de faciliter leur processus de croissance pour une intégration sociale et ou professionnelle. Pour ce faire, ils offrent enfin la possibilité de se réaliser à travers des activités créatives, thérapeutiques, éducatives et productives. Est-ce que ça vous va jusqu'à maintenant ? Est-ce que vous êtes réveillés avec nous ? Il est midi, donc on a le temps. On va essayer de faire ça assez rapidement, c'est-à-dire à 13h15, pardon, parce qu'il est déjà midi 15. On aura terminé. Et justement, vous pourrez repartir au travail ou aller directement visiter les différents galeristes qui se trouvent ici pour Foire Papier. Est-ce qu'on commence, nous ? On commence. Parfait. Alors, Steven, la question bête que tout le monde se pose, mais qui n'est pas si bête que ça, qu'est-ce que l'art-thérapie ?
Si tu me permets, c'est très pratique d'utiliser la définition proposée par notre association professionnelle, l'Association des arts-thérapeutes du Québec. Donc, l'art-thérapie est une discipline des sciences humaines qui étend le champ de la psychothérapie et y englobant l'expression et la réflexion tant picturale que verbale. Bien qu'en art-thérapie, la personne puisse aborder le même type de problème que dans une thérapie verbale conventionnelle, elle s'engage toutefois dans le processus thérapeutique en créant une œuvre avec le matériel d'art plastique, tout en discutant avec le ou la thérapeute. L'équitation, production artistique et discussion ainsi que la manière précise par laquelle ces deux modes de communication fusionnent dépendant de l'individuel et de la situation. C'est très compliqué. Oui. Je pense que vous n'avez rien compris aussi, très certainement. Est-ce que, en quelques mots, tu peux nous expliquer ce que c'est que l'art-thérapie pour toi? Oui, bien sûr. Pour moi, l'art-thérapie, ou de faire l'art-thérapie avec un individuel ou un groupe, c'est d'offrir de l'aide à partir des principes de la psychothérapie, de la psychologie, mais par les arts, par l'art visuel, par des arts plastiques. Et aussi, ce que je trouve super important, c'est la dimension humaine. Donc, c'est non juste la création ou la possibilité de créer quelque chose, de s'exprimer, mais la relation entre l'art-thérapeute et le client ou les participants dans une situation du groupe. Parfait. Est-ce que vous comprenez mieux maintenant? La deuxième définition, la première, était un peu... officielle. Il y a différentes approches en art-thérapie. Oui. Est-ce que tu peux nous parler justement de ces différentes approches-là? Bien sûr. Et plus tard, on a des autres experts aussi qui peuvent parler de ça. Les approches existent sur un continuum, je dis, entre la thérapie par l'art et l'art psychothérapeutique. Donc, les arts thérapeutes peuvent facilement travailler d'un côté ou d'un autre. Les thérapies par des arts ou la thérapie par l'art favorise la création et on retourne souvent dans l'œuvre avec le thérapeute comme une guide. De l'autre côté, ça ressemble plus comme la thérapie verbale. Ça veut dire qu'il y a une période de création avec le thérapeute comme témoin et après ça, une réflexion sur l'œuvre, qu'est-ce qui a apporté pour le client de ce moment et un processus continuel d'après plusieurs semaines. Parfait. Justement, en fait, et puis peut-être pour apporter une sorte de petite précision, est-ce qu'on a besoin d'avoir un besoin en santé mentale, par exemple, pour faire de l'art-thérapie? L'art-thérapie peut aider n'importe qui, mais sûrement on le voit dans plusieurs milieux de santé mentale. L'art-thérapie, moi j'apporte un bénéfice de faire l'art-thérapie moi-même. Donc, la question, c'est que non, c'est pas nécessaire d'avoir un diagnostic pour recevoir le bénéfice de l'art-thérapie. Parfait. Quelle est la différence? Alors, peut-être que vous connaissez le concept de médiateur culturel. Donc, ces personnes qui font vraiment, en fait, le passage entre justement une œuvre d'art, par exemple, et des personnes qui sont là et puis qui sont soit des visiteurs, soit des personnes qui veulent participer à une activité culturelle. C'est quoi la différence entre un médiateur culturel et un art-thérapeute? Mais moi, je suis chanceux parce que j'avais à date les occasions au Musée des Beaux-Arts de travailler avec les médiateurs culturels. Donc, ils ont des expertises que je n'ai pas. Ça veut dire qu'ils ont une connaissance des œuvres, la grande histoire de l'art, les détails, des précisions et la capacité d'animer une discussion, des fois avec des participants qui sont très gênés par l'expérience. En plus, et ce qu'on a parlé plus tôt, la dimension éducative qui peut se offrir tout un côté éducatif que moi, je n'ai pas des connaissances ni des capacités. De l'autre côté, un art-thérapeute est impliqué et intéressé du moment au moment dans la création. Et on paie une attention très, très spéciale par notre présence de qu'est-ce qui se passe durant le processus. Et en plus, on est responsable pour maintenir un espace sécurisé.
Et donc, si on va de l'autre côté, un art thérapeute en tant que tel, c'est un spécialiste, c'est un professionnel du milieu paramédical. Donc, quelle est la relation justement avec le milieu de la santé ou le milieu médical en tant que tel? Selon moi, encore une fois, ça fait des années que les art thérapeutes travaillent comme collègues en milieu santé, santé mentale, mais aussi dans les hôpitaux, à Sainte-Justine, l'hôpital général, l'hôpital juif, dans les CLSC. Ils font partie des équipes multidisciplinaires qui offrent une perspective très unique et spécialisée. Ça m'arrive souvent que quand on présente les œuvres et les voix de nos clients aux autres, aux psychiatres, aux docteurs, aux infirmières, aux travailleurs sociaux, on fait l'introduction à une autre dimension qu'ils n'ont pas l'accès souvent. Donc en fait, tu es en train de dire que l'art thérapeute, c'est un peu le meilleur lien entre à la fois le côté médiation culturelle et le côté santé pure. En fait, c'est un peu un lien entre les deux, c'est un peu un interlocuteur parfait. Je peux dire oui. Parfait. Comment on fait pour devenir un art thérapeute? Mais ici au Québec, on a 2 maîtrises à l'Université Concordia puis à l'UQAT. Alors, il n'y a pas de bac en art-thérapie. La grande majorité des personnes qui s'engagent dans une maîtrise ont une base d'éducation en beaux-arts, mais aussi en les principes de la psychologie. Donc l'UQAT, Concordia, les 2 universités, pour ceux qui viennent de la France ou alors d'autres pays, c'est pas du tout le même système aussi au niveau international, par exemple? C'est pas le même système, mais quand on a un organisme qui prend charge de établir c'est qui les art thérapeutes professionnels au Québec, il y a un processus d'offrir une équivalence. Donc on regarde tout ça, on évalue. Parfait. Est-ce que tu voulais rajouter quelques points de ton côté? De mon côté? Oui, de ton côté. Est-ce qu'il y avait des points qui étaient essentiels à ton avis sur justement qu'est-ce que c'est qu'un art thérapeute? Moi, quand j'ai regardé encore l'émission des 2 organismes qu'on a ici aujourd'hui, il y a des mots qui reviennent toujours quand on pense de l'art-thérapie. Et si je peux, la mission des patients, venir en aide aux personnes atteintes de problèmes de santé mentale par le biais de l'expression artistique. De l'autre côté du cap, c'est justement en communiquant la confiance qu'on peut provoquer ces créativités qui permettent de vivre de fluidité mentale et de réduire de l'anxiété. En plus de mes points, c'est qu'on vit d'un temps comme des autres qui sont très troublants, très bouleversants, très troublants, et qu'on a une responsabilité comme art thérapeute d'offrir des expériences de l'inclusion sociale qui présentent des espaces sains, saufs et sécurisés pour tout le monde, n'importe l'âge, problématique, race, l'identité sexuelle, genre, etc. Je pense de plus en plus les art thérapeutes prennent charge de créer un mouvement social. Donc, est-ce que tu es en train de dire que les art thérapeutes sont le moyen de sauver le monde, entre guillemets, parce que c'est de ça qu'on parle? Il se fait une grande partie de ça, sûrement. Ça, tout à fait. C'était intéressant, hein, cette notion, et puis je pense qu'on va pouvoir en parler aussi là, mais cette notion de sécurité, d'espace vraiment propice justement à l'épanouissement des personnes, parce que on est avec, de mon côté, c'est sûr que le Musée des Beaux-Arts, c'est un lieu justement spécial à ce niveau, mais on est avec 2 organismes qui proposent des espaces comme ceci, qui proposent justement des espaces sécuritaires, de réflexion et puis d'épanouissement personnel. Donc, si ça vous convient, on va partir justement sur la 2e section, avec des petites questions qui sont préparées bien sûr un peu à l'avance, mais concrètement, et puis on va partir vers la droite étant donné qu'on va changer un peu. Au niveau du CAP, premièrement, qu'est-ce que c'est que l'art-thérapie pour le CAP? Et deuxièmement, comment vous intégrez l'art-thérapie en fait dans vos différents ateliers? Bon, moi j'aimerais ramener ça d'abord sur un plan personnel. Je suis en train d'écrire un livre pour un peu résumer 33 ans de carrière. Et le point que je veux faire ressortir, c'est comment l'art m'a sauvé la vie.
Et la différence peut-être entre l'enseignement de l'art et puis l'art-thérapie, c'est comment l'art s'intéresse à moi. Parce qu'on veut qu'on s'intéresse à l'art, mais en art-thérapie, on veut aussi un art qui s'intéresse à nous. Alors, quand on reçoit des gens, il faut savoir que la personne a besoin qu'on s'intéresse à elle et on lui propose l'art pour qu'elle puisse satisfaire ce besoin et d'être accompagnée, de ne pas se sentir seule avec ce qu'elle vit. Donc, je trouve ça important pour résumer une carrière de dire que l'art m'a sauvé la vie. Donc, l'art a été une thérapie pour moi. Et c'est pour ça que je fais de l'art-thérapie, parce que je sais que les gens qui viennent ont besoin, quelque part, tu as dit sauver le monde. Tout le monde, quelque part, a besoin d'être sauvé parce qu'on a tous nos points noirs, nos zones sombres, et on a besoin de trouver une zone d'équilibre. Présentement, je travaille sur un thème qui est le mythe personnel. Et le mythe personnel, c'est qu'on a une histoire de vie et qu'il faut assumer toutes les parties de l'histoire. Quelqu'un hier me disait, moi, mon symbole de vie, c'est une lumière éblouissante et tout. Ben, j'ai dit, c'est bien beau ça, mais est-ce que ça te ressemble? Il me semble que c'est pas très réaliste, une vie que c'est juste une lumière éblouissante. Es-tu un être réel? Alors là, en regardant l'image, on a fini par voir qu'il y avait pas mal de sombre. Et donc, elle a dit, je suis une lumière dans ma noirceur. Donc, on faisait de l'art-thérapie. On donnait du sens à sa vie et elle repartait comme un flambeau dans la nuit. C'est un peu ma manière de répondre. Xavier, est-ce que tu veux ajouter justement sur cette partie-ci? Mais l'art-thérapie est à l'origine de la création du Centre d'apprentissage parallèle, dont je rappelle quand même très brièvement la mission, qui est une mission inclusive de la personne qui présente des troubles de santé mentale, mais non exclusive. C'est-à-dire que ce qui fait notre particularité au CAP, et on se sert entre autres de l'art-thérapie, mais aussi d'intervention d'artistes sur des projets, art-thérapeutes et artistes, ce qui compte pour nous, c'est le cheminement de la personne. Ça, c'est très, 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 très important. Plus que l'œuvre. Et l'art-thérapie est au départ, puisque le fondateur est un art-thérapeute. Mais dans notre mission d'inclusion, on a aussi du monde de l'extérieur qui vient. Nos groupes ne sont pas toujours fermés. Ça, c'est un point important, on en discutait tout à l'heure, avant que ça commence. C'est que quand on a une mission d'inclusion, on veut essayer, tant que faire se peut, ce n'est pas toujours évident, de faire qu'une personne atteinte de schizophrénie côtoie une personne qui sent juste monter en elle une petite dépression, quelque chose qui ne va pas. Elle n'a pas besoin d'être en grosse crise pour venir chez nous. Et quand on peut le faire, ce type de projet qui inclut, ça tire tout le monde vers le haut. Du côté gauche, les impatients, comment ça se passe? Alors, j'ai vraiment l'impression aujourd'hui d'être le mouton noir de l'Assemblée, parce que chez nous, le mouton noir dans le sens que, pour nous, pour les impatients, et surtout depuis, je dirais, l'origine, on a démarré les impatients en 89, au moment où il y avait un besoin qui était de créer des ateliers pour un objectif bien qui me rappelle aujourd'hui des bons souvenirs, puisque c'était pour participer à une foire. Et j'ai connu les gens qui avaient des problèmes de santé mentale pour la première fois dans ma vie à l'hôpital Louis H. Lafontaine, et on a créé des ateliers qui devaient durer 10 jours. J'ai vu pendant ces ateliers-là, et je me souviens très bien d'Isabelle Lelarge, à ce moment-là, il y avait Guido Manillari qui venait et qui disait « C'est extraordinaire ce que ces gens-là peuvent faire ». Et j'ai découvert ça, moi aussi, pour la première fois. Ce projet-là, qui devait durer 10 jours, a perduré, puisqu'on est là 25 ans plus tard. Et c'est encore, je dirais, aujourd'hui. Et je pense que ce que je regarde encore le plus, c'est ce même émerveillement vis-à-vis ce que les personnes font. Maintenant, au fil des ans, c'est ajouté, et par nécessité, je pense, c'est que tout est beau dans l'univers, tout n'est pas rose, et l'art n'est pas toujours rose, et l'art n'est pas une magie. On s'entend bien là-dessus. Donc, le besoin d'aller chercher des gens qui connaissaient les problèmes
des problèmes, entre autres, de santé mentale, et de les intégrer pour aider les personnes en difficulté. Mais je dirais que pour les impatients et pour l'équipe, et j'espère ici parler encore au nom des animateurs qui sont chez nous, qui sont souvent des art-thérapeutes, mais qui sont d'abord des artistes. Et j'insiste là-dessus parce que le processus artistique, pour nous, est important. Moi, je voulais peut-être juste dire, parce que je vous dis ce matin que c'est pour ça que je suis le mouton noir, puis en plus, je remplace Frédéric à la dernière minute, une phrase qui m'a vraiment peut-être hantée, mais surtout inspirée depuis longtemps, depuis ces derniers temps, c'est une phrase de Schopenhauer qui dit que l'art est suspension du tragique de la vie. Et ça, je pense que ça s'applique aux impatients. Suspendre temporairement le temps qui sont aux impatients, le tragique de leur vie. C'est tout ce qu'on espère. Le processus, je ne le connais pas. Moi, je suis comme un cuisinier. J'aime ça manger. Je ne suis pas comme un cuisinier. Moi, je suis un gastronome qui aime manger. Mais comment ça se fait? Je ne le sais pas tellement. Alors, votre processus, le cheminement que vous prenez, je ne le connais pas. Et je pense que c'est une faille et c'est aussi, j'espère, pour les impatients, une force, puisque je ne suis pas rentrée on n'est pas rentré dans le processus thérapeutique. On est dans l'art thérapeutique plus que dans l'art-thérapie. Mais, vous savez, il y a de la place pour tout. Hein? On ne prétend surtout pas avoir la vérité. Mais pour nous, c'est un peu le chemin. Et suspendre le tragique de la vie, moi, je pense que c'est une belle job. Et je pense que pour répondre à ta question tantôt, moi, je dirais que c'est peut-être pas les art-thérapeutes qui vont sauver le monde, mais peut-être que l'art pourrait sauver le monde, par contre. Très bien. Très intéressant. L'art va sauver le monde. À retenir. Justement, en fait, on parle de choses qui se déroulent, mais concrètement, est-ce que vous avez des projets phares, des projets chouchous un peu, hein, des projets où on voit vraiment une différence avec un public très défini, avec lesquels vous avez travaillé, duquel vous voudriez parler aujourd'hui? Peut-être Steven, de ton côté? De mon côté, je vais parler brièvement de 2 projets ou 2 populations avec qui je travaille au Musée des Beaux-Arts. Ça fait des années que je travaille avec des ados en troupe au milieu scolaire et j'avais l'occasion de faire un groupe fermé. C'était court, quand même 10 semaines, mais c'était le musée qui a offert un espace sécurisé avec les matériaux, le temps, puis l'opportunité d'aller plus profondément que je pourrais dans le milieu scolaire. Travailler dans une école alternative secondaire, c'est tout quelque chose. Alors, de le faire, les amener dans un environnement étrange pour eux et d'offrir le musée comme un environnement qu'ils ont le droit d'être là. De casser un peu l'idée qu'il faut rester dans nos propres banlieues, dans nos propres quartiers. Donc, c'était un projet très important pour moi. Et à la fin, on avait l'opportunité de faire une exposition. C'est quelque chose qu'on fait de temps en temps avec des groupes. C'est pas toujours, mais je crois bien que vous êtes en accord quand on peut offrir aux participants l'opportunité de faire l'exposition. Ça change quelque chose d'être en présence et d'être témoin. Et l'autre, c'est un groupe que je continue à faire, c'est avec des personnes qui vivent des troubles alimentaires en liaison avec l'hôpital Douglas et que j'ai l'avantage de travailler avec un médiateur culturel. On le fait chaque 6 semaines. Alors, c'est fermé, non fermé. Donc, il y a un changement de participants chaque fois, mais on voit aussi des personnes qui reviennent, qui devenir un peu experts de le processus aussi. Et j'adore ça d'avoir... On travaille du groupe. C'est pas non juste la relation entre thérapeutes et les participants, c'est entre eux aussi. Et c'est nous qui sommes responsables pour encourager cette dimension sociale. Eux, entre eux, d'être une source de support, de soutenir leur propre processus, c'est difficile à décrire en mots concrets le pouvoir de ces expériences pour eux. C'est très intéressant, l'interaction, c'est vrai, entre les différents participants qui viennent avec
parfois des besoins personnels, mais qui se retrouvent à partager en fait, et puis tu en parlais très bien Xavier, des personnes qui partagent en fait différentes expériences et qui grandissent ensemble. C'est ça qui est... Est-ce qu'au niveau du CAP, vous avez des projets chouchous? Quand Louise Marlot ou Carole Laure viennent dans nos ateliers, car ils viennent dans nos ateliers au CAP pour faire un autoportrait. J'ai mis sur les chaises qui sont là un petit peu de promotion pour nos projets aussi, puisqu'on a eu cette autorisation-là. Ben, ils nous disent quelle expérience extraordinaire je viens de vivre. J'avais dans la tête que quelqu'un qui souffre de problèmes de santé mentale était quelqu'un qui me faisait très peur, à côté de qui je ne pouvais pas être. J'imaginais pas 2 secondes que je pourrais être assis à côté de quelqu'un. Est-ce qu'on sait, parmi nous, parmi vous, qui a un problème de santé mentale? On n'en sait rien. On côtoie tous les jours des personnes qui sont susceptibles d'en avoir un, ou qui en ont un, ou dont le proche est atteint d'une problématique de santé mentale. Donc c'est pour ça que nous, l'inclusion et nos projets ont vraiment ce mot-clé comme phare, inclusion. On essaie de faire ce qu'on peut. Puis c'est vrai que nos projets sont aussi en inclusion socio-professionnelle. On essaie de partir de très loin, de personnes qui viennent d'avoir un séjour à l'hôpital, qui ont été accidentées ou qui souffrent depuis de nombreuses années de schizophrénie, de bipolarité, de dépression sévère majeure. Et puis on essaie de les faire cheminer, de les faire progresser, jusqu'à peut-être retrouver une place digne, une place de citoyen et une place dans la société, et de retourner en emploi, ou d'y aller pour la première fois, comme ça peut être le cas. Alors l'art et l'art-thérapie, c'est quoi là-dedans? C'est un outil. On est très très clair avec ça. On n'est pas, on ne prétend pas mettre en scène le travail thérapeutique qui se fait dans nos ateliers pour en faire une œuvre d'art qui a une valeur dans l'histoire de l'art. C'est pas ça du tout qu'on fait. On parle souvent d'art brut, par exemple. Ça existe dans l'art. Ben là, on dévie peut-être un tout petit peu, mais ça rejoint quand même le musée, la question de l'art brut, etc. Il y a des fondations qui s'occupent de l'art brut. Nous, on n'est pas là-dedans. L'art est un outil formidable pour nous. Et les projets qu'on a envie de mettre en avant, c'est des projets où on dit, regardez, telle et telle personne, ça rejoint ce que tu disais, Lorraine, tout à l'heure. Regardez ce que cette personne est capable de faire. Mais c'est d'abord elle qui doit le regarder. C'est d'abord elle qui doit en être fière. Et ça pose la question aussi de qu'est-ce qu'on montre? Comment on montre? On a l'autorisation de la personne ou pas de montrer le processus. Nous, c'est beaucoup plus le processus collectif. On travaille de 2 manières. On travaille de manière individuelle, puisque les art-thérapeutes et Yvon et d'autres sont là pour en témoigner. Ils font un travail vraiment curatif ou préventif en one-to-one avec la personne. Et puis, on a aussi les projets de groupe. Et nous, on essaie de mélanger les deux. C'est-à-dire, on a des projets de médiation culturelle. Je posais la question tout à l'heure, c'est quoi la différence? Le projet de médiation culturelle, il n'a pas forcément cette dimension curative annoncée, mais c'est un projet quand même qui est thérapeutique, parce qu'on se sert du langage de l'art, et que le langage de l'art, il nous permet quoi? De nous reconnecter avec l'enfant qu'on a en nous, avec le jeu, J-E, en jeu, J-E-U. Il faut jouer. Dans l'art, on joue. Voilà. Excuse-moi, il faut m'arrêter parce que si. Non, je me disais tirade. Non, c'est très intéressant. Est-ce que vous voulez rajouter En fait, moi, la question, c'est concrètement. Je pense que c'est ça qu'on a envie de savoir. Là. Concrètement, comment vous faites quand il y a une personne qui arrive au CAP et que vous identifiez un besoin où un art-thérapeute va être mis à contribution? Comment ça fonctionne? C'est parce qu'il ne faut pas oublier que quand on arrive au CAP, on est devant un buffet assez varié. Hein. Il y a beaucoup de salles, il y a beaucoup d'animateurs différents au cours d'une semaine qui proposent le jeu de clown pour se défouler, d'autres qui font de la sculpture, d'autres qui donnent des ateliers de peinture. Il y a des gens qui viennent 4 jours consécutifs par semaine. Ils sont dans un programme intensif, des programmes gouvernementaux. Alors, c'est comme s'ils reçoivent une charge de stimulation très grande. Et ça, c'est venu dans le passé, quand on a commencé, ça remonte en 85, les gens venaient n'importe quand,
Et puis des fois, on avait 20 personnes qui voulaient aller dans la même salle, puis dans une autre salle, il y en avait 3. Alors, on est obligé de faire des cédules pour accommoder, pour rationaliser un peu l'opération. Mais maintenant, ils ont un choix de beaucoup d'ateliers différents. Et l'art-thérapie est juste un atelier dans tout ça. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs ateliers d'art-thérapie, mais c'est une voie. Et toutes les autres activités sont aussi thérapeutiques. Mais la spécificité, pour moi, si je donne un atelier d'art-thérapie avec un groupe de gens qui sont dans un programme de 6 mois pour retourner sur le marché du travail, ben à ce moment-là, je sais que ces gens-là, il faut qu'ils s'occupent de leur corps, il faut qu'ils soient en énergie, il faut qu'ils soient capables de se concentrer parce qu'ils sont là 4 jours par semaine à avoir beaucoup d'informations sur le marché du travail, sur leurs aptitudes sociales, sur leurs affinités. Alors, ils ont besoin aussi de se détendre. Mais en plus, j'essaie de leur donner des outils pour mieux communiquer, comme par exemple la fenêtre de Johari. Hein? La fenêtre de Johari, quand j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, tiens, ça fait image à une fenêtre. Nous sommes une fenêtre, nous sommes une vitrine. Quand nous apparaissons quelque part, nous sommes une vitrine. Et qu'est-ce que les gens voient? Bien, les gens voient ce qu'on montre. Alors, il y a 4 mois. Il y a le mois public. Je sais que moi, je suis comme ça. Il y a le moi aveugle. Les autres savent que je suis d'une façon que moi, je ne vois pas tant qu'ils ne me l'ont pas dit. Donc, il faut laisser de la place à l'autre pour nous informer sur comment on est, comment on a l'air, comment on se comporte. Et il y a le moi caché qui, lui, c'est tout ce qu'on ne dit pas à personne. Peut-être que je mange mes fraises avec de la moutarde, puis ça, je ne dirais pas ça à personne, de peur de faire rire de moi. Mais c'est comme ça que je mange mes fraises, avec de la moutarde. Alors, pensez-en ce que vous voulez. Mais si je le dis, ça va provoquer peut-être le rire. Ça va faire que les gens vont dire, celui-là, il est intéressant, il mange ses fraises avec de la moutarde. Alors, je dis, si vous cachez tout, il n'y aura rien à dire. Alors, vous arrivez sur le marché du travail, dans un endroit nouveau, bien, parlez de vous. Et avec il y a des choses que vous pensez peut-être qui sont banales à révéler, mais pour les autres, ça ne sera peut-être pas banal. Vous pensez que ça n'a pas d'importance, commencez par le dire. Ouvrez-vous. Et il y a le moins inconnu. Ah ben, celui-là, il n'est pas connu ni de vous ni de personne. Alors, c'est qui celui-là? Bien, c'est celui que vous allez découvrir en essayant de faire des choses que vous n'avez jamais faites. Alors, avec moi, vous allez peindre, vous allez dessiner, vous allez sculpter, et puis vous allez découvrir que hey, j'aurais jamais pensé que j'étais capable de faire ça. Alors, c'est comme révéler la personne à elle-même. Ça, c'est une façon. Donc... Le moi caché, c'est ça? Moi caché. Le moi caché. Au niveau des impatients, est-ce qu'on recherche le moi caché ou est-ce qu'on... On recherche peut-être l'artiste caché. Non, je dirais que, particulièrement aux impatients, on n'a pas de plan de soins. Donc, la personne qui arrive chez nous, souvent, on ne connaît pas son diagnostic. Donc, elle peut venir chez nous pendant 10 ans. On peut apprendre après 10 ans que cette personne-là a fait un séjour à l'Institut Pinel et qu'elle a été peut-être un petit mauvais garçon, puis qu'on aurait peut-être dû avoir peur. Mais comme on ne le sait pas, on a eu une attitude ouverte et on a, je pense, contribué à son épanouissement parce qu'on travaille dans différents milieux. Vous le savez, on travaille autant en institution, donc en collaboration avec le Douglas, au Centre Wellington, avec l'Institut de santé de Montréal et dans d'autres institutions. Beaucoup maintenant avec les musées. Et ça, je suis très fière de ce développement-là parce que premièrement, c'est Frédéric qui a accompli ce développement-là qui est récent depuis 3 ans, où on s'installe dans des musées en collaboration avec des équipes soignantes qui viennent de l'hôpital. Donc, les personnes qui ont justement besoin d'un suivi thérapeutique, dans le sens qui présentent des problèmes thérapeutiques dans des problématiques de santé mentale, elles sont suivies à l'hôpital. Quand elles viennent aux impatients, elles viennent pour un peu oublier leur maladie. Donc, c'est une démarche un peu différente. Je pense que c'est un choix qu'on a fait au fil des années, qui est un choix parmi tant d'autres. Et je respecte énormément le travail qui est fait avec des gens, justement, sur le plan de la réinsertion sociale, parce que je pense que c'est une des choses les plus difficiles à faire. La semaine dernière, il y a eu une jeune impatiente qui était à notre événement il y a 2 semaines et qui disait au directeur de santé mentale du Québec, Dr André Delorme, « Ça m'a pris 18 ans à m'en sortir. » Et ça peut être ça, la maladie mentale.
Donc, ce qu'on essaie de garder chez nous, c'est cet espace de temps-là qui leur est offert pour avancer tranquillement, mais avancer. Et je dirais aussi, peut-être qu'on a l'air d'être dans les je veux surtout pas qu'on soit dans les comparatifs et dans les moi je fais ça puis vous autres vous faites ça. C'est juste qu'il y a des différences et la différence pour nous, c'est aussi l'œuvre. L'œuvre est importante et je continue de prétendre après 25 ans que c'est de l'art, point final. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Pas nécessairement, justement, dans l'idée qu'on va faire croire à tous les participants qui viennent aux ateliers qui sont des artistes. À mon sens, c'est aussi dangereux de leur dire qu'ils sont tous des artistes que de leur dire qu'ils sont rien du tout. Parce qu'être un artiste, c'est une méchante job. Et c'est un fardeau, souvent, parce que tu as une mission comme artiste. Alors, il faut faire très attention. Mais leur donner la joie, en tout cas de leur donner accès à la création, je pense que c'est énorme. Et c'est ça, je pense, que pour nous, qui est thérapeutique. Maintenant, je parle ici parce que je ne suis pas art-thérapeute, que je suis la fondatrice. Et si j'avais un animateur ici, probablement qu'il vous parlerait aussi du processus. Ça ne se fait pas tout seul. Je pense que l'accueil est important, le milieu est important, parce que si on regarde les définitions, on parle d'art thérapeutique, l'art thérapeutique, c'est offrir un milieu sécurisant, offrir un espace où les gens vont être bien. Et je pense que ça, c'est le début des projets. Maintenant, si vous parliez de ce qui nous tient à cœur aussi, je pense que la particularité des impatients au tout début, surtout il y a 20 ans plus, c'était de se démarquer, de survivre. Je pense que le mot survivre est encore plus important que le mot démarquer, mais survivre donc avec des produits qu'on vendait, mais comme, pour vous en nommer quelques-uns, le coffret 1000 mots d'amour, par exemple. Le coffret 1000 mots d'amour qui va probablement, cette année, on va probablement éditer sa 10e édition. Donc, ce sont des produits dérivés qui viennent du travail des impatients. Pour nous, c'est important. Les expositions qu'on fait, comme par le mois d'amour, il y en a 4 maintenant dans la province. Je pense que c'est ce lien-là, comme vous l'avez dit, je pense qu'on le fait le mieux qu'on peut avec la clientèle, les parents, les frères, les sœurs des impatients. Je pense que pour nous, c'est important. Et aussi le grand public qui en ressort gagnant. Oui, très rapidement. Oh non, pas encore lui. Non, mais ce que tu disais, je suis bien d'accord. Et il y a quelque chose aussi que nous, on aime beaucoup au Centre d'apprentissage parallèle. On a des missions qui se ressemblent beaucoup. Hein. Nous, on est dans l'inclusion socio-professionnelle. Voilà, ça, c'est notre spécificité. Mais l'art comme outil, on s'en sert aussi bien les impatients que le CAP. Une chose qui est très importante pour nous, c'est la rencontre avec l'œuvre, de permettre l'accessibilité. Donc quand tu parlais des musées, au musée, d'où les projets qu'on a eus avec le musée des Beaux-Arts depuis 4 ou 5 ans, une fois tous les 2 ans ou une fois tous les ans, on fait un projet. Il y en a un magnifique, et ça rejoint ta question, qu'on est en train de faire en ce moment, et qui s'appelle Ensemble on danse. Les participants sont allés visiter les collections du musée. Et puis on les a laissés librement poser leur regard, leur émotion sur une œuvre, une sculpture, une peinture. Bon. Alors il y avait des problèmes de droit, etc. Il a fallu qu'on regarde bien tout ça. À partir de ce moment-là, qui était un moment très très précieux, le chorégraphe Paul-André Fortier a fait un travail chorégraphique sur la rencontre qu'il y avait entre le participant et l'œuvre. Et puis ensuite de ça, un vidéaste, Xavier Cournillon, a fait tout un travail de vidéo autour de ça. Ça, c'est le type de projet qu'on mène au CAP, qui sont des projets complètement inclusifs, où on permet de rencontrer à la personne souffrante un grand artiste inspirant, des grands artistes inspirants au musée, et puis on monte un projet et on fait ensemble. Et c'est valorisant pour tout le monde, pour le public, qui ne s'imaginait pas qu'une personne atteinte... Alors on est dans la déstigmatisation aussi beaucoup là-dedans, et dans l'inclusion. Voilà, j'arrête. C'est intéressant parce que, pour résumer un peu, on parle de création. On parle d'une personne qui a à la fois
une formation artistique, mais à la fois une formation psychologique, sociale, qui permet justement de faire en sorte que les deux se rencontrent dans un lieu idéal, un lieu sécurisant, et un lieu également en fait qui permette la rencontre une fois avec l'œuvre, mais aussi avec le public quand il y a des présentations, mais également avec les autres membres en fait d'un groupe quand les personnes se trouvent en groupe. Donc c'est certainement l'art thérapeute, c'est un peu cette personne-là qui arrive à créer toutes ces connexions. En fait, c'est un connecteur entre les différents réseaux. Et c'est très intéressant parce que Lorraine, vous parliez justement de cette connexion avec le milieu médical, donc avec du personnel médical. On va arriver avec une autre question qui est justement quelle est la collaboration concrètement, comment ça se déroule la collaboration au sein de vos différents organismes et au musée avec justement le corps médical, avec des ergothérapeutes, avec des médecins, mais à la fois aussi avec des médiateurs ou avec des personnes qui ont une connaissance beaucoup plus poussée en art en tant que tel. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs stagiaires qui venaient de France, au Cap. Et en France, c'est comme si l'art-thérapie est plus associée au milieu médical. C'est comme s'ils mesurent quelque chose. La personne a utilisé telle couleur, ça veut dire quelque chose. J'étais un petit peu intrigué par ça, mais dans l'association américaine, il y a Barry Cohen qui fait ça. Disons que c'est une voie. C'est une voie d'analyse, c'est une voie parce qu'il faut qu'il y ait de la recherche. Alors, dans le milieu de l'art-thérapie, c'est une profession et puis il y a toujours du monde qui font de la recherche et puis sur quoi peut porter la recherche. Il y a la signification du tableau, mais en tout cas, c'est un peu ça. C'est comme arriver collé à la médecine et ça créait peut-être une espèce de rigidité, mais en même temps, c'est toujours des individus. Comme je disais Stéphane, different stroke for different folks. Hein? Alors, il y a différentes manières pour différentes personnes. Moi, je suis l'art thérapeute que je suis unique et les autres sont uniques aussi. Et chacun a sa spécificité. Et la relation avec la médecine, quand je voyais les questions tout à l'heure, je me disais, nous, on n'est pas très proche des médecins, des psychiatres, ils nous réfèrent du monde. Et c'est seulement quand on perd nos moyens parce que la personne est dans un état qui dépasse soit nos capacités de gérer la situation ou de l'aider, que là, on fait appel à eux, on dit, ben, je pense qu'il faudrait que tu ailles dans une urgence, on va diriger la personne, on va l'accompagner. Donc, le rapport avec le côté médical, c'est comme un autre domaine. Nous, on est plus dans le jeu, effectivement, comme disait Xavier, que dans la guérison. Et moi, j'ai eu comme mentor Marie Revet, qui est la pionnière de l'art-thérapie à Montréal, une des pionnières, en tout cas importantes, dont j'ai écrit La vie. Et elle disait, « Ah non, ce n'est pas nous qui guérissons les patients, parce que c'était une Hongroise française. Hein. Ce sont les docteurs qui les guérissent. » Mais moi, quand j'ai rencontré des psychiatres à qui je posais des questions, parce que lorsqu'elle est décédée, j'ai voulu pour mon livre biographique, que j'avais commencé avec elle dans le temps, mais là, j'avais toutes ses notes personnelles, puis sa correspondance. Alors, je suis allé voir les psychiatres avec lesquels elle avait travaillé, puis ils me disaient, elle faisait tellement pour les patients, elle faisait plus que nous souvent pour les patients. Alors, qui guérit qui, c'est bien difficile à dire. Comme moi, professeur de yoga, je me souviens que j'ai eu un beau-frère qui était médecin, et puis qui me disait, c'est quoi cette histoire de yoga, tu sais? Puis moi, je lui disais, tu crois que c'est toi qui guéris tout le monde? Moi aussi, je guéris du monde. C'est une autre voie, c'est une autre manière. Alors, on est dans des modalités différentes, mais je pense que chaque modalité a son importance. Parfait. Steven? Petit mot? Oui. Oui, tout juste en bref, encore l'exemple avec le groupe Douglas, c'est un bon exemple où il y a une collaboration entre un grand hôpital puis un hôpital en santé psychiatre. Donc, pour ce groupe, on a la collaboration du chef de l'équipe, une psychiatre, les intervenantes cliniques qui sont là pour toute la journée, qui sont des participants, ils font de l'art aussi. Je trouve ça très intéressant. On a des médiateurs culturels et on a des chercheurs en plus. Donc, on a des liaisons avec l'université. Donc, on a plusieurs chefs dans la cuisine et ça crée un sens de communauté.
Hein, quand la collaboration est bonne, quand il y a un bon feeling avec tout le monde, on a le sens qu'il y a quelqu'un juste à l'arrière de moi qui m'encourage. Et aussi, j'ai une collègue, une bonne amie qui travaille en soins palliatifs, tout au milieu d'une équipe avec des docteurs, des infirmières, des travailleurs sociaux. Et de jour à jour, son travail change. Elle va faire de l'art avec ses clients, en place de ses clients, s'ils ne peuvent plus, ou soit témoin de leurs dernières expressions. Et est-ce que ça se passe bien, justement, cette collaboration-là? Parce que, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que, par exemple, quand vous venez au musée avec des personnes souffrant de problématiques de poids, l'art thérapeute, le médiateur, l'infirmière, le docteur, le chercheur sont tous ensemble. Et en fait, s'il fait beau à l'extérieur, c'est un peu le monde parfait. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas des tensions parfois qui existent? Mais oui, il va y avoir des tensions si on a des buts différents. Quand quelqu'un me demande « Est-ce qu'un chercheur peut assister à votre atelier aujourd'hui? » Je dis « Oui, mais il faut garder que la priorité sont les participants, toujours. » Donc, offrir une main ou soit invisible, la priorité doit être toujours ceux qu'on offrir cette expérience. Intéressant. Merci. Lorraine, à vous. Pour ce qui est des impatiences, je dois dire qu'on est très content de ce développement-là qui se fait depuis quelques années en collaboration directe avec les hôpitaux et avec les psychiatres, avec les chercheurs. Mais je dois avouer, parce que c'est récent, ça n'a pas toujours été comme ça. La médecine est une chasse gardée, on le sait très bien. La science, comme vous disiez, la guérison, ça appartenait à des hommes en blanc. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, il y a une petite vague de modestie qui a passé sur leur tête et ça fait du bien à tout le monde. Donc, de réaliser que l'homme est complexe et que effectivement, la guérison est un grand mot et le grand mot, je pense, c'est l'homme entier. Donc, on guérit de façon entière par toutes sortes de moyens. La recherche a prouvé, malheureusement, aux impatients, on n'a pas beaucoup de données, on n'a pas fait souvent de ce que vous faites justement avec des équipes où on peut mesurer l'impact. On ne l'a pas fait par pas par manque d'intérêt, mais par manque de moyens financiers toujours. Et la dernière statistique qui a été faite par un petit groupe, mais quand même sur une période de temps assez importante, ça a été fait par l'Institut de santé de Montréal, une recherche qui a prouvé, semble-t-il, qui tend à démontrer, je dois dire plutôt, que 66% des personnes qui ont fréquenté les ateliers ont évité l'hospitalisation. C'est énorme, je pense, quand on regarde une cohorte qui vient surtout des institutions. La clientèle chez nous est une clientèle qui varie entre la dépression passagère, aller jusqu'à la psychose sévère, la schizophrénie, des troubles la panoplie de problèmes. Donc, si on est à 66% que les gens disent « moi, j'ai évité l'hospitalisation », je pense que c'est un signe, en tout cas, du chemin vers la guérison, si ce n'est pas la guérison. Maintenant, je pense que c'est extraordinaire et ça, c'est le côté qui est intéressant, c'est le côté multidisciplinaire. Je pense qu'il faut aller vers ça. En même temps, je dois dire, et tantôt j'en parlais avec M. Lamy, et je disais, il y a un danger aussi, parce que autant pour les arts thérapeutes que pour les médiateurs, que pour tous ceux qui touchent, il y a un danger de la mode et qu'à un moment donné, tout ça devienne quelque chose à la mode et qu'on fasse de l'art-thérapie un peu partout, et on ne peut pas être contre la vertu, mais on ne peut pas non plus être avec des personnes qui sont fragiles et ne pas savoir ce que l'on fait. Je pense que c'est important. C'est important de le dire. Donc, il faut se méfier des modes. Et des fois, je suis très contente de voir qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Mais il y a des choses qui me font aussi dresser les cheveux sur la tête. Parce que je me dis, il y a des précautions à prendre. Un peu comme, par exemple, ces superbes magazines à colorier que vous trouverez dans votre boutiquière d'à côté et puis qui vous dira que vous pouvez faire de l'art-thérapie en coloriant un mandala, par exemple. On est d'accord? C'est bien ça? C'est un peu la raison pour laquelle on est ici, en fait, également, parce que au Musée des Beaux-Arts, par exemple, au quotidien, on nous téléphone pour faire de l'art-thérapie. Ils ont vu ça quelque part, ils se sont dit, je vais faire de l'art-thérapie. Et quand on leur pose la question, et c'est toi qui nous l'a dit, hein,
pourquoi vous voulez faire de l'art-thérapie, on n'a pas la réponse. C'est ça qui est intéressant. Monsieur Lamy, vous vouliez rajouter? Ben, je voulais rajouter une expérience personnelle parce qu'on parle de multidisciplinaire. Et puis, je me souviens que la première galerie où j'ai exposé, je pense qu'elle n'existe plus, mais elle s'appelait La magie de l'art. Et il y a un art-thérapeute américain qui m'intéresse beaucoup, que c'est Sean McNiff, qui pour lui, l'art-thérapie était une voie chamanique. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, une voie chamanique. Et moi, ça me parle beaucoup. Et j'ai eu une étudiante en anthropologie visuelle qui venait de Belgique. Et elle faisait des recherches sur les anciens mythes, c'est-à-dire les anciennes formes de guérison. Et donc, elle voulait voir si l'art-thérapie était une forme moderne de guérison qui correspondait aux anciennes formes de guérison, dont parle évidemment Claude Lévi-Strauss, pour ceux qui le connaissent. Alors, elle était avec moi pendant 3 mois, elle a filmé tout ce qui se passait, et elle avait sa grille d'analyse pour dire c'est quoi un rituel de guérison et pour Claude Lévi-Strauss, et est-ce qu'on fit dans la grille? On fitait dans la grille parfaitement, parce qu'un rituel de guérison, ça demande la confiance des personnes envers la personne qui anime. Alors, elle trouvait que les gens avaient bien confiance en moi, ça se passait très bien. Ça prend comme on dit, des exhibits, des choses qui sont créées, qui sont chargées émotivement. Ben oui, les gens viennent pour guérir, ils viennent pour se libérer. Alors, ces choses qui dessinent, les choses qui sculptent, sont chargées, pleines de sentiments. Et donc, j'ai appris là-dessus et ça reste toujours pour moi une dimension qui est présente. Non, je ne suis pas un docteur, je ne suis pas un homme en blanc, mais je suis un guérisseur. Parfait. Dernière petite question pour nous, et puis après on va vous laisser la parole, justement. C'est une question à laquelle je vais vous demander de répondre très rapidement, parce que justement on va laisser la parole aux gens qui sont ici. Si vous avez des questions, sinon après on reviendra. Pourquoi l'art-thérapie gagnerait à être mieux connue? Xavier? Justement pour dédramatiser ce que c'est que l'art-thérapie. La conférence d'aujourd'hui, l'échange, la table ronde s'appelle démystifier. Est-ce que c'est vraiment un mythe? Est-ce qu'on a vraiment besoin de démystifier l'art-thérapie? Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens? Ça fait peur, quelquefois, le mot thérapie fait peur. Dire, oui, je fais de l'art, je vais au musée, je pratique une activité culturelle, ça me fait du bien. On sait que l'art, c'est bon pour la santé et pour la santé mentale, donc. Mais peut-être c'est ça, peut-être c'est ça. Mais moi, je dirais que les gens qui viennent au Cap, souvent, ils viennent là comme s'ils entraient dans quelque chose de honteux, de caché. Dès qu'on faisait une exposition, qu'on faisait quelque chose de public, ils ne voulaient pas qu'on parle de thérapie, ils ne voulaient pas qu'on parle de maladie mentale. Ils disaient, mais je ne veux pas être associé à ça. Je ne veux pas que le monde sache, je ne veux pas que ma famille sache. Donc, c'est vraiment que ça gagne à être connu, mais c'est démystifier justement pour dire, mais non, c'est pas honteux, là. On peut l'assumer, on a toutes nos zones sombres. Et puis, si toi, tu as du plaisir à être ici, pourquoi tu ouvrirais pas ça pour d'autres aussi? C'est comme les groupes d'étapes, ça. Il y a plein de groupes d'étapes, mais s'ils ne se nomment pas, puis ils sont toujours anonymes, comment tu vas te reconnaître? Les alcooliques disent alcoolique anonyme, mais ils disent alcoolique. Alors, il faut savoir que si je suis alcoolique, je peux aller là. Je peux peut-être vouloir que ça soit anonyme en ce qui me concerne, mais je veux que quelqu'un le dise, que ça se passe là, puis ça me concerne, et je pourrais y aller. Alors, le secret, la cachette, ça nuit. Steven? Je dis que pourquoi ça devenir plus connu, on n'invente rien avec l'art-thérapie. C'est une pratique ancienne, c'est pratiqué partout dans le monde. Donc on n'invente rien, c'est un processus de souvenir quelque chose qu'on avait perdu. Que les êtres humains sont naturellement des créatifs. Et ça répond à une certaine crise moderne qu'on est isolé et que
à la manque d'une langue commune, on a toujours une langue en commun. Et c'est la création. Lorraine en dernière. Oui, ben, je dirais que je pense que c'est plus les personnes qui devraient être reconnues que l'art-thérapie. C'est les personnes qui souffrent qui devraient être reconnues à part entière et qu'on devrait arrêter de leur mettre des stigmas avec des étiquettes. Alors, je pense que c'est ce que je souhaiterais davantage que l'art-thérapie qui, justement, est là pour rester, est là depuis toujours et a sa raison d'être. Alors, j'adhérerais plus à ce mouvement-là. C'est très beau, en fait. Et puis, en fait, l'art-thérapie, quand on voit les messages qui sont envoyés ici, se retournent vers l'humain, vers la connaissance de l'humain. Donc, on parle justement de cette santé mentale anonyme, des personnes qui ont des troubles, mais qui ne veulent pas l'avouer vraiment parce qu'on est dans une société qui ne l'accepte pas véritablement. L'art-thérapie est un outil, encore une fois, pour parler de ces choses-là, de manière peut-être indirecte, mais encore une fois, pour essayer de sensibiliser les gens. Merci. Dans un premier temps, j'aimerais vous remercier. C'est assez fantastique. Je pense qu'il y a eu des très beaux échanges. Est-ce que des questions se trouvent dans le public? Oui, madame. Oh mon Dieu, ça, c'est sérieux. C'était fantastique. C'est une petite question très, très rapide. Monsieur Lamy, vous avez parlé d'une grande art-thérapeute du Québec, mais j'ai mal pris le Marie nom. Revet. Marie Revet. R-E-V-A-I, tréma. Parfait. Merci beaucoup. C'était Bienvenue. super intéressant. On prendra vos notes, si ça vous va, après. Vous pourrez acheter son livre, venez chez nous. Est-ce que il y a plus de succès avec les gens qui viennent volontairement ou ceux qui vous ont envoyés par les médecins? La question, si vous voulez peut-être la répéter plus... Est-ce qu'il y a plus de succès avec les gens qui vont volontairement chez vous ou ceux qui sont envoyés par les médecins? Dure question. À qui vous posez la question? À tout le Mais, monde? très rapidement, nous, on n'a que des volontaires. C'est-à-dire que même quand ils sont envoyés par un médecin, ils doivent être d'accord. On leur présente nos programmes et ils doivent nous dire oui, on est d'accord pour suivre un certain nombre de séances. Donc on travaille toujours en partenariat avec la personne. Toujours. Donc c'est plus de la recommandation, en fait. Oui. Nous, il y a effectivement ce qu'on appelle des prescriptions, entre guillemets, là, où le psychiatre dit « tu vas aller faire un tour aux impatients pour voir ». Mais tu sais, le patient, il n'est pas fou. S'il n'aime pas ça, il ne reste pas. Hein? Alors, je dirais le succès est un grand mot. L'adaptation, le plaisir. Je pense que ça fait partie du succès. Et c'est pour ça que souvent, les psychiatres viennent nous voir et nous disent « mais qu'est-ce qui s'est passé? » On ne le sait même pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça aille beaucoup mieux. Et ça, c'est des beaux témoignages qu'on entend souvent. Mais c'est bien relatif. Mais pour répondre justement à la question, est-ce que vous voyez une différence entre des personnes qui viennent de manière volontaire chez les impatients et des personnes qui sont recommandées avec une prescription médicale? Je pense que moi, je suis pas en mesure, en tout cas, de vous dire qu'on peut voir une différence. Je pense que la seule chose que je peux vous dire, c'est que les gens qui viennent avec une prescription sont peut-être plus attentifs, donc font une démarche peut-être plus attentive, vont tandis que la personne qui vient spontanément, elle, va venir une fois, 2 fois, 3 fois, va peut-être arrêter, va suivre plus son rythme. Mais en bout de ligne, je pense que les résultats se valent. C'est leur cheminement, c'est leur job. Et Steven, est-ce que tu veux rajouter... Quand on parle de milieu plus communautaire, de l'atelier ouvert, de la rue Star, par exemple, avec qui je travaille au musée, mais aussi dans une communauté, le grand public, quand il se présente dans un environnement art thérapeutique, il n'y a pas de question de comment on mesure le succès. Le succès, c'est déjà établi le moment que la personne rentre. Mais il y a les cas où, dépendant la sévérité du problématique de sévérité de diagnostic, oui, la personne peut vivre plus de succès si elles sont suivies par un médecin. Et ça, c'est juste de logique que la personne a besoin plus qu'on peut offrir, simplement. Est-ce que vous avez... Oui, une question là-bas. Attendez,
Allez-y. Merci. Ça ira. Vous avez parlé de santé mentale, mais pour une personne qui vit un deuil, et, ou bien une personne qui a un accident, un choc, et c'est pas nécessairement besoin de... pas nécessairement appeler ça santé mentale, encadrée, bon, mais l'art-thérapie doit s'adresser aussi à ces gens-là. Tout à fait. Bien, je pense que vivre un deuil, ça affecte notre santé mentale. Pendant un certain temps, on est en état de choc. Alors, puis, ça dépend pour les personnes, ça peut durer plus ou moins longtemps parce que un deuil en appelle un autre en soi. Ça veut dire que un deuil, ça réveille toujours d'autres deuils qui sont en nous. Alors, c'est pour ça que c'est lourd à porter. Il y a des gens pour qui c'est peut-être... on parle, dans le mythe personnel dont je parlais tout à l'heure, de 4 étapes de vie. On parle on vient au monde, on est né au paradis. Après, il y a la perte du paradis. Après, il y a les paradis illusoires. Puis après, il y a le paradis qu'on retrouve quand on trouve sa mission de vie. Je souhaite ça à tout le monde. Et le deuil, c'est un peu comme si il faut se resituer dans sa mission de vie. Qu'est-ce que ce deuil-là vient faire pour moi? Qu'est-ce qui est l'héritage de ce deuil que je dois peut-être réaliser? Et comment je me réajuste? Et en venant faire la création, l'art-thérapie, peut-être que vous vouliez peut-être peindre, vous vouliez peut-être dessiner, mais vous voulez parler aussi à travers ce que vous faites. Vous voulez qu'on parle de votre œuvre et vous aider à voir dans votre œuvre comment cette œuvre-là parle de ce qui est en train de se passer en vous, dans votre âme, dans votre cœur. Et vous vous libérez, puis vous retrouvez le sens. Et quand vous retrouvez le sens, le deuil va diminuer. Ça veut dire que vous allez le situer par rapport à votre parcours de vie. Donc, c'est un peu comme ça que je réponds. En fait, vous avez un très bon point, c'est le terme santé mentale, qui est un peu mis en fait à gauche et à droite à toutes les sauces, et puis qui correspond plus à grand chose au final. Mais c'est intéressant, en fait, la santé de l'esprit. En fait, c'est beaucoup plus en lien avec ce mot-là. Et puis, c'est intéressant justement de faire une sorte de comparaison. On ne parle pas de santé mentale uniquement sur le long terme, c'est-à-dire des personnes qui ont des problématiques, qui vont traîner ça toute leur vie. On parle de santé mentale à un moment précis. Puis, peut-être pour rebondir, et puis là, je prends le chapeau Musée des Beaux-Arts. On avait un projet en art-thérapie justement avec des personnes qui vivaient un deuil, soit de personnes qui ont fait une tentative de suicide, soit des personnes qui se sont suicidées. Et c'était intéressant parce qu'on a utilisé le masque en fait pour représenter ces deux faces cachées. La face cachée extérieure que l'on montre à tous et puis la face à l'intérieur qui justement abrite ce deuil-là et puis comment on peut essayer d'inverser les deux faces. Donc c'est très intéressant parce que c'est encore des personnes qui ont une problématique de santé, encore une fois de l'esprit, mais pour un temps précis. Mais j'aimerais juste ajouter aussi qu'il ne faut pas oublier que la maladie mentale, c'est très large. Et qu'on a encore, c'est un des tabous justement, appeler quelque chose maladie mentale. Et que si vous regardez dans le DSM-4, qui est le livre de la Bible de la médecine, bien, la ménopause, c'est un problème de santé mentale. Hein? Fait que c'est bien relatif. Alors aujourd'hui, il faut vraiment prendre... Donc, on est un peu tous malades. Je pense que ça pourrait être un peu ça. Steven, ça me fait penser également d'un art-thérapeute que je connais qui s'appelle Jean-Marc Pellado. Il fait régulièrement des ateliers pour le deuil, tout en milieu d'une maison funéraire. Imaginez ça. Alors, les art-thérapeutes sont un peu partout. Ils ont toutes les spécialités, ils ont toutes les passions pour travailler avec les personnes qui vivent des choses différentes. Malheureusement, le temps file. Est-ce que déjà, vous comprenez, pour les personnes qui ne comprenaient pas l'art-thérapie, est-ce que vous comprenez mieux? Non, pas forcément. Non, voilà, je pense que je vous invite en fait vraiment à aller voir ce que font le CAP, les Impatients et le Musée des Beaux-Arts de Montréal. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter par la suite. On va être là un tout petit peu. Mais en tout cas... Un dernier mot, juste pour dire, au Musée des Beaux-Arts, on a maintenant un atelier gratuit
est ouvert à tout le monde 2 fois par semaine, les mercredis et les dimanches. C'est tout sur le website. Mais viens nous voir si vous avez des autres questions. Viens faire de l'art avec nous, simplement. Et venez jouer au cap. Et venez jouer aux impatients. Bon, jouons ensemble. Merci beaucoup.